Le parcours d'Olivier Norek n'est pas de tout repos. Après 2 années passées dans l'infanterie de marine, il entame une carrière dans la police qui l'amène à la section des enquêtes et des recherches du SDPJ 93. En 2013, il publie son premier roman, Code 93. Le succès est immédiat et ne fera que se confirmer avec Territoire, Sur tension, puis Dans les brumes de Capellan, chacun de ses romans mettant en scène un flic humaniste, le capitaine Coste. Entre-temps, en 2017, Olivier publie Entre deux mondes, puis Surface en 2019 et Impact en 2020. Primé à de multiples reprises, courtisé par les chaînes de télévision et le cinéma, encensé à l'étranger, Olivier Norek nous fait le plaisir de passer un moment avec nous, la tête dans les étoiles. Donc Olivier, merci beaucoup de faire partie de la tête dans les étoiles. Et Dieu sait pourtant que tu viens de loin pour que je t'emmène dans les espaces, mon pauvre Olivier, parce que quand j'en ai parlé dans ton introduction, mais tu es passé par l'infanterie de marine, lieutenant de police, tu es fils de haut fonctionnaire, petit-fils d'un sous-officier de la Légion étrangère, et encore plus dingue, après ton bac, tu bosses pour Pharmacie sans frontières en participant à la réhabilitation d'un hôpital en Guyane. Le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que le devoir semble être une vertu cardinale, fortement ancrée chez les Norek, hein. C'est pas tant le devoir. C'est le Euh, service. ouais, c'est exactement ça. Bah, déjà, je te remercie parce que c'est assez rare qu'on cite mon aïeul légionnaire. C'est quand même grâce à lui, hein. Le gars est parti faire toutes les guerres de la planète quand il était légionnaire. Des guerres dont on peut se féliciter, d'autres dont on parle assez peu entre nous en famille, mais légionnaire, c'est légionnaire, hein, tu sais ce que c'est. Qui lui a valu, en fait, lui était de Silésie, et c'est comme ça qu'il a pris la nationalité française, finalement. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, toute ma vie, voilà, je vouerais à cet homme, mais à cet homme, à ce qu'il est, bah, toute ma reconnaissance parce que c'est grâce à lui et c'est grâce, bah, il s'est mis en danger pendant quasiment 6 ou 7 ans sur les théâtres de guerre les plus meurtriers, tout simplement parce qu'il était fou amoureux de la France. Et donc, il parlait un français parfait. Et il s'est dit, bah, il n'y a qu'une seule raison pour avoir la nationalité française. En tout cas, la seule manière dont je veux l'avoir, c'est de la mériter. Et donc, il a fait la Légion pour devenir français. Voilà l'amour qu'il portait à ce pays. Et voilà, grâce à cet homme, comment les Noreks sont arrivés en France il y a à peine 2 générations. Ouais, donc et ça t'a marqué pour t'envoyer, toi, après, en infanterie de marine et vers la police. Ça a joué un rôle. Oui. Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, quand je suis parti à ma première mission humanitaire, c'était effectivement la réhabilitation de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Les missions suivantes étaient plus complexes, puisque j'ai été en ex-Yougoslavie, aux abords des zones de front et dans les camps de réfugiés pour apporter des médicaments et du matériel médical avec Pharmaciens sans frontières, comme tu l'as dit. Et à ce moment-là, mon père m'a offert une statue en bois. C'est une statue en bois allemande qui s'appelle le Wanderer. Le Wanderer, c'est celui qui va loin, c'est celui qui marche, celui qu'on voit avec son petit baluchon sur l'épaule. Et c'est donc un vieil homme. Alors, quand il me l'a offert, je lui ressemblais pas, mais maintenant je lui ressemble de plus en plus. Un vieil homme C'est un destin qui nous attend tous. avec une grande barbe et un baluchon, et il m'a dit voilà, tu deviens comme ton grand-père, un vent d'horreur. Et j'ai trouvé ça tellement beau et aussi tellement vrai parce que oui, c'est le concept du service, c'est qu'est-ce que je peux apporter. Mon père, ça a toujours été ça. Mon père, donc il est énarque et il a eu de grandes fonctions. Et il s'est toujours demandé ce qu'il pouvait apporter de nouveau dans ses fonctions. Et parallèlement, ma mère, c'est assez amusant, ma mère était directrice d'école. Et pour mon pire malheur, elle ne prenait que des écoles qui étaient en train de se casser la gueule. Parce qu'elle Mhm. se disait, je ne vais pas aller dans une école du 7e arrondissement ou une école du 16e arrondissement. Qu'est-ce que je vais apporter? Donc, on s'est tapé toutes les écoles de banlieue. Ma mère les faisait repeindre. Ma mère remettait un semblant d'ordre, de sécurité dans ces écoles. Et une fois que c'était terminé, une fois qu'on pouvait prendre enfin du bon temps, eh ben, elle se Pour barrait passer à autre et on chose. partait à l'école prochaine. Ce qui fait que moi, j'ai déménagé 12 fois avant mes 18 ans. Et mon premier meilleur ami, je l'ai eu à 17 ans et demi. Donc, c'est aussi pour ça que donc l'autre est hyper important, mais l'autre n'a pas vraiment fait partie de ma vie non plus. C'est assez particulier. En fait, l'altérité, elle est venue dès le départ, mais c'est mon rapport à l'autre. En fait, moi, je suis un très, très grand solitaire. Mais par contre, ma vie entière est vouée à l'autre. Par contre, l'autre ne fait absolument pas partie de ma vie. C'est Ah, bizarre. ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu te protèges même encore aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, mais, mais, Ouais. mais, mais, bon, à part la terrible équipe
Lebel, Takian, Ouais, mais Loven. avec Lebel, c'est particulier. Vous allez bientôt vous paxer avec Nicolas. On en a parlé pendant Oui, oui, son oui, interview. oui, Ouais. c'est prévu, ouais, c'est prévu. On va se paxer. Non, c'est vrai qu'avec Nicolas, c'est un petit crush, hein. Avec Nicolas Lebel, on s'est trouvé d'abord en tant Ah, mais qu'auteur. c'est une vraie. J'en témoigne, c'est une vraie bromance quand même. Ouais, c'est une. Il y a un vrai amour fraternel qui est incroyable, quoi. Bah, et en plus de ça, maintenant, on s'est mis sur les scénarios ensemble. Ouais, on va Et en parler justement. Ouais. ouais, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Si tu bosses en scénario avec quelqu'un, c'est déjà que vos égos se sont adaptés. Vos égos se sont apprivoisés. Et puis après, il y a l'intelligence. L'intelligence de je propose un sujet, comment tu rebondis, ce qu'on appelle le ping-pong. Et avec Nicolas, c'est assez riche. Donc oui, en fait, moi, mes amis sont ceux que j'avais quand j'avais 17 ans. Donc c'est toujours les mêmes. Et les nouveaux amis, bah, il n'y en a quasiment pas, à part la petite équipe de la Ligue de l'Imaginaire. Et à l'intérieur de cette Ligue de l'Imaginaire, encore plus fort, donc j'en ai cité quelques-uns, mais je peux continuer avec Manoukian et je peux continuer avec toute la petite équipe, quoi. Eux, ils sont importants. Ça fait partie de mes bouées, ça fait partie de mes phares. C'est des gens qui me sont pas utiles, mais nécessaires. Comment on passe de flic, alors puis flic avec les mains dedans quand même, puisqu'il me Oui. semble que tu as bossé dans le 93, qui est quand même pas la zone la plus simple, où on doit pas sans doute voir non plus ce qui touche le plus à la grandeur de l'âme humaine, quoique peut-être qu'il y a un peu les deux. Comment tu fais la transition de policier de terrain à écrivain, et en plus écrivain avec une carrière quand même qui est assez effulgurante et phénoménale, puisque je refais vite fait l'historique. Tu publies en 2013 Code 93, qui fait déjà pas mal de bruit. En France, comme en Angleterre, d'ailleurs, où ton roman est mis en avant par le Times et le Financial Times, quand même, ce qui pour un Français est pas mal, suivent en 2014 Territoire et en 2016 Surtension. Entre deux mondes en 2017, Surface en 2019, Impact en 2020 que je mets de côté parce qu'on va particulièrement en parler Ouais. d'Impact parce qu'il a un lien aussi très directement avec l'astro et ce qui nous tient à cœur dans la chaîne. Donc scénariste, tu l'as dit, en solo et avec Nicolas Lebel, vous travaillez beaucoup ensemble. D'ailleurs, tu as bossé sur la saison 6 d'Engrenage, Ouais. sur la série Tout le monde ment pour France 2. Tu as travaillé sur Les Invisibles, Flic tout simplement. Enfin, ça commence à devenir un peu pléthorique. Alors maintenant, comment on passe de je me lève pour aller bosser et éventuellement risquer ma vie ou en tout cas aller au service des gens. Et puis maintenant, j'écris des bouquins et puis je rencontre le succès. Ça dépend du public aussi. Mais comment s'est fait cette transition? La transition, elle s'est faite assez simplement. J'ai toujours su que j'allais avoir deux vies. Une vie un peu testostérone, un peu physique, une vie de terrain. Et puis une vie un peu plus artistique. J'ai longtemps cru que ce serait la musique parce que j'ai eu plusieurs groupes, j'ai fait plusieurs tentatives. Je suis pas Mathias Malzieu, qui fait aussi partie de la Ligue de Ouais. l'Imaginaire, mais je ne vais pas faire et de la musique et de l'écriture. J'ai en moi une envie de créer et quand je trouve un médium, eh ben je focalise dessus. Donc j'ai fait de la musique pendant longtemps, maintenant j'écris et la musique a été mise de côté depuis maintenant 11 ans que j'écris. La musique a été mise de côté depuis 11 ans. Pour revenir à ta question, comment on passe de flic à écrivain? Alors déjà la volonté d'avoir deux vies différentes. Et je me suis toujours conseillé d'être à l'écoute, à l'écoute des portes qui s'ouvrent, à l'écoute des chemins qui s'ouvrent devant soi, et de toujours avoir les antennes dépliées pour réussir à choper le moment où peut-être à un moment donné cette vie elle allait changer. Cette vie elle a changé grâce à un concours de nouvelles. Et puis après tout a démarré de là. Et puis c'est pas tant comment on passe d'auteur de flic à auteur, mais avec quel bagage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi, mon job de flic, son fournisseur officiel, c'est l'âme humaine. Son fournisseur officiel, c'est les émotions. Il n'y a pas de, il y a pas de phare, il y a pas de costume, il y a pas de déguisement. Moi, j'ai l'autre pour ce qu'il est, j'ai l'autre en vrai, en faille, en cassure, en blessure. C'est-à-dire que j'ai pu aller vraiment profondément à la manière de plein d'autres métiers, hein, urgentiste, psy, prof, Tu es au contact gendarme, direct et dans ce militaire. que ça a de plus brut, Voilà, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Tu es en contact avec des gens et des gens qui peuvent plus se cacher, des gens qui sont obligés, c'est des gens qui sont obligés de te montrer ce qu'ils sont, ou alors c'est à toi en tant que flic de découvrir ce qu'ils sont. Et donc, comme ma matière première, c'est l'autre, et que dans un roman, bah, tu as beau avoir la meilleure des histoires, mais si tu n'as pas des personnages et si tu n'as pas de vraies émotions, bah, ton histoire, elle ne fonctionne pas. Elle sert presque à rien, en fin de compte.
Donc voilà, j'avais toute cette matière. Et j'ai derrière moi quasiment une vingtaine d'années d'enquête, une vingtaine d'années de rencontres au quotidien. Une vie de flic, on rencontre entre 20 et 30 personnes par jour. Alors tu multiplies par 365 jours et 20 ans, et tu as en toi une bibliothèque humaine, une sorte d'archive gigantesque de, euh, de ce que peut être l'autre de merveilleux, d'affreux, de décevant, de rassurant. Et avec cette matière, bah, c'est tellement agréable de l'utiliser pour mes romans. Ça t'accompagnait déjà quand tu étais encore sur le terrain, ou tu commençais à réfléchir, à construire des choses, ou c'est venu a posteriori? Non, c'est venu a posteriori. Alors bon, quand j'étais sur le terrain, effectivement, j'avais toujours des carnets sur lesquels j'écrivais les choses assez surprenantes que je vivais. Mais pas besoin de carnet parce que tout ça, c'est vraiment tatoué sur ma peau. Parce que je suis aussi terriblement empathique. Je suis une vraie éponge et ça a été un vrai problème quand j'étais flic. C'est quelque chose contre lequel j'ai dû me battre. Le truc, c'est que je me suis protégé en tant que flic parce que les émotions, ça peut être un parasite. À cause des émotions, on prend des décisions trop rapides. Ouais, c'est vrai. Voilà, les émotions, elles vont, oui, voilà, c'est comme un écran, quoi. Ça va parasiter ton écran, donc ça va parasiter ta vue. Euh, et, euh, et cette victime sublime, bah, tu as envie de la croire. Et puis à un moment donné, elle va te mentir, mais toi, tu as toujours envie de la croire. Et ce salaud qui a vraiment la gueule du salaud, l'attitude du salaud, c'est vraiment oh là là, le suspect parfait. Vraiment, tu n'as qu'une seule envie, c'est de lui passer les pinces. Le coupable idéal. Le coupable idéal, et donc tu n'es presque plus à son écoute. Et là, tu vas rater quelque chose, et c'est terrible. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre une sorte de gilet pare-balles en plus, mais cette fois-ci, c'est un gilet pare-balles émotionnel, pour pas te faire parasiter par les émotions des autres et rater un indice, rater une intonation de voix ou un regard fuyant qui pourrait te faire dire, tiens, peut-être que je suis en train de me tromper. Par contre, quand tu es auteur, et ça c'est magique, c'est que tu peux te laisser pénétrer par toutes ces émotions parce elles vont être ton charbon, elles vont être ton pétrole pour écrire. Donc là, c'est le moment où tu vas te laisser pénétrer par toutes les émotions. C'est le moment où tu vas accepter de tomber justement ce gilet pare-balles qui essaie de te protéger des sentiments, parce que là, tu es prêt à être, enfin, tu es prêt à tout accueillir, tu es prêt à tout prendre, parce que justement, tu l'utilises comme de la matière pour en faire des personnages intéressants. C'est complètement différent. Un policier se protège, alors qu'un romancier, j'ai l'impression, un romancier va tout prendre en pleine gueule. Ah, mais Et je te parlais bien du romancier qui était une éponge ouais, émotionnelle, hein, pas du. ah oui, Alors, d'accord, ok, oui, d'accord. la vraie question, en fait, par rapport à toi, pour finir sur ta période police, Ok. on discute, moi, il m'est arrivé souvent de discuter avec des flics, enfin, ouais, tous ceux que j'ai connus étaient cassés par ce qu'ils avaient vécu. Il y avait des blessures qui étaient vraiment très, très intenses. Euh, tu les as et tu les montres pas, ou tu les exploites, ou tu as réussi à t'en protéger vraiment? Alors moi, je m'en suis protégé depuis longtemps, comme je te l'ai dit. J'avais 17 ans hein, quand je suis parti en ex-Yougoslavie. Ouais, mais Euh, pour autant, ça peut laisser des traces. ouais, ça peut laisser des traces ou alors ça peut faire une carapace. Mhm. Je te disais tout à l'heure que l'autre était tout, mais que je laissais pas venir l'autre chez moi. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'essaye au maximum de laisser les fantômes sur le palier de ma porte. D'ailleurs, dès mon premier roman, le capitaine Coste, va avoir une phrase qu'il répète souvent, c'est pas tes proches, c'est pas ta peine. Ça, c'est hyper important. Si tu veux vraiment aider l'autre, il faut aussi que tu sois un peu solide. Il faut que tu aies les épaules un peu solides. Il faut que tu sois prêt à aider. Il faut que tu aies la capacité d'aider. Et pour avoir la capacité d'aider, si tu es en 1000 morceaux, ça sert à rien. Donc, plus tu veux aider l'autre, plus il va falloir t'en protéger aussi. Tout ça, c'est vraiment antinomique. Hein. C'est beaucoup de contradictions. Et accessoirement, j'ai quand même quelques enquêtes hein, avec des fantômes voilà, qui hantent chaque lieu dans lequel je suis parce que c'est des enquêtes que j'ai pas réussi à finir, parce que c'est des victimes auxquelles on n'a pas rendu justice. Moi, j'en ai trois. J'en parle jamais. C'est les miennes, elles m'appartiennent et je sais que j'ai été en défaut. Alors, c'est pas personnel, c'est pas moi qui ai planté l'enquête, mais c'est la vie qui a fait qu'on n'a pas trouvé qu'on n'a pas trouvé d'indices, qu'on n'a pas trouvé d'éléments qui nous permettent de faire avancer l'enquête. Et malgré ça, je me sens quand même coupable. Et donc, ces fantômes-là, voilà, je connais leur visage, je connais leur prénom. Parmi ces trois fantômes, il y en a deux avec qui je suis encore en contact, avec qui on écrit. Un troisième, malheureusement, qui n'est plus là. Mais oui, je ne peux pas non plus dire que je suis un bloc de granit. Évidemment, j'ai mes fantômes, mais j'essaie au maximum de les laisser de côté.
Après, il y a un de tes bouquins qui m'intéresse particulièrement, c'est Impact. Mhm. Puisque là, dans Impact, on est carrément sur un ancien soldat des forces spéciales qui va se muer en éco-terroriste. euh, Parce qu'il est quoi? Il en peut plus de la pollution, du mal qu'on fait à la planète. Est-ce que tu peux me raconter un peu ça? Parce que, pour tout te dire, quand on commence à faire de l'astronomie, à s'intéresser à la globalité de ce qu'est le cosmos et donc à la petite place qu'on a, nous, en tant que planète, on prend une conscience écologique qui n'est pas une conscience écologique politique, mais une conscience écologique rationnelle, scientifique, qui peut vite rendre un peu écœurant ou écœurante tout un tas de choses qu'on peut voir dans le quotidien humain et dans la structuration de la société humaine. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à aller vers un thriller écologique, finalement, écologiste? La prise de conscience qu'il n'y a pas de planète B. Non, Parlons un peu de je te le planète. confirme, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas de planète B, on a une seule planète que on a beau. Alors moi, je suis partisan. Je suis partisan de me dire qu'en regardant l'infini de l'univers, ce serait quand même assez prétentieux de penser qu'on est seul, qu'on est seul dans cet univers. Pour autant, on n'a pas trouvé d'autres miracles que notre miracle à nous. Pas encore. Et ce miracle, il est alors pas encore. Et moi, Ouais. j'espère que je serai en vie pour regarder Contact, mais en vrai. Ah, 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 Ouais, ah, au moment où, à un moment donné, il y a un vaisseau qui se pose et avec des gars à l'intérieur qui disent et si on se mettait à discuter? Ça, ce serait fabuleux. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Il y a un miracle. Le miracle, il est partout, hein. Le miracle, il est quand on regarde l'infiniment petit de notre corps, notre peau, nos yeux, mais surtout notre cœur, notre âme, hum, les émotions, les sentiments. C'est quand même hallucinant. Et ce qu'on a réussi à créer de plus magnifique, en fin de compte, c'est-à-dire, de réussir pour l'instant encore à vivre ensemble, mhm. même si c'est de plus en plus dur. Et puis surtout, l'art, la peinture, la Ouais. sculpture, la musique, la littérature, ce sont chacun des miracles. Et alors que tout ça nous a été donné, parce qu'on est des héritiers, hein, on est des héritiers capricieux, on nous a donné un miracle et on est tranquillement en train de le piétiner pour l'avidité de quelques-uns. Et oui, moi, ça me met dans une colère noire. Et comme ça m'a mis dans une colère noire, j'ai voulu mettre en place un personnage, Virgile Solal, qui lui aussi va faire ce chemin. Et ce chemin, justement, j'ai voulu le prendre un peu à rebours. Virgile Solal, c'est un soldat, donc il obéit aux ordres. Et lui, il les applique sans réfléchir. Donc, on le retrouve en Afrique, dans un des endroits sur la planète qui est devenu invivable. C'est-à-dire, on peut plus respirer, on peut plus planter, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'animaux, c'est recouvert de pétrole. Donc, c'est au Nigeria. Et on le trouve là, il est en train de mettre en place une sorte de charnier parce qu'il y a tout un village qui a été décimé justement par la pollution. Il applique les ordres, ça lui pose aucun problème. Parallèlement, sa femme est enceinte et on lui dit que bah, sa femme va accoucher. Et sa femme accouche d'un de ses 50 000 enfants qui va être soit mort-né, soit mort quelques semaines après, dû à la pollution. 50 Mhm. 000 enfants, 50 000 enfants par an en France vont être touchés de ça. Et là, bizarrement, ça le touche. Ah bah mon pauvre Virgile Solal, c'est étonnant. Tu viens de nous faire un charnier avec des Africains. Bon bah ça c'est pas très très grave. Ça s'appelle la peine au kilomètre. Quand c'est très Mhm. très beau, c'est pas très très grave. Mais il faut vraiment qu'on touche à ta fille pour que tu réalises quand même qu'il y a un problème. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre toute minuscule confetti de planète. Nous, on vit en Europe. Donc de temps en temps, allez, on va avoir une canicule. De temps en temps, on va avoir une inondation. Mais en fait, on ne vit pas vraiment ce que c'est que le réchauffement climatique. Un peu comme Virgile Solal, qui voit ça Et de c'est très vrai que tant que ça nous fera pas, on s'en fout. Très tant clairement. que, voilà, tant qu'on n'a pas mis la main sur le feu, on va pas la retirer. Tant qu'on ne sentira pas, tant qu'on ne se prendra pas un mur dans la gueule, tant qu'on ne souffrira pas directement, tant que nos enfants, tant que nos parents n'en mourront pas directement, le réchauffement climatique, on va s'en foutre royalement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a encore plus de climato-sceptiques maintenant qu'il y avait à l'époque des accords de Paris. Il y a Mhm. encore plus de consommation d'hydrocarbures aujourd'hui qu'il y en avait quand on a fait les accords de Paris. Et aujourd'hui, Total, Patrick Pouyanné, déclare qu'il va multiplier encore ses recherches d'hydrocarbures. Donc voilà, on va dans le mur et on y va, mais alors joyeusement. Et la COP28, qui, un, va se passer à Dubaï, expliquez-moi pourquoi, qui, deux, a comme président un gars qui est le patron de la plus grosse boîte pétrolière de tous les Émirats arabes, et trois, vient de se faire gauler
évidemment, il y a quelques jours, en train de passer des accords en sous-main avec d'autres entreprises, en profitant justement de sa présidence de la COP28. C'est-à-dire que non seulement ça se passe à Dubaï, non seulement le mec est le président du plus gros consortium pétrolifère des Émirats arabes, mais en plus, il en profite pour multiplier les marchés et aller encore plus à l'encontre de la COP28. Et celui qui va le plus à l'encontre de la COP28, c'est son président. Voilà, je pense que très honnêtement, je suis même pas sûr que ça serve encore à quelque chose. J'ai de la chance, j'ai 48 ans. Ah non, ça sert à... Enfin, Je vais regarder tranquillement la planète crever parce que c'est terrible de voir que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Euh, L'ornière du capitalisme et l'ornière du pétrole et des énergies fossiles est tellement profonde et aussi est tellement de qualité. Dire, le truc marche super bien, ça fait de la richesse. Et le pétrole marche super bien. On n'a jamais encore trouvé un truc au ratio d'énergie meilleur que le pétrole et aussi peu cher et aussi facile à transporter. C'est deux trucs qui marchent super bien. Bon, ils sont ultra nocifs, c'est la fin de notre planète, mais comment veux-tu qu'on en change puisque ça crée tellement de milliards de dollars tous les jours que alors c'est quasiment le impossible. plus terrible dans ce que tu dis, c'est que d'abord on sent une vraie colère chez toi, Ouais. laquelle je ne réagis pas parce que je l'ai déjà éprouvé il y a un petit moment et que je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, mais dis-toi que tu n'es pas le seul. Mais ce qui est le plus dingue, c'est qu'en fait, on est dans cette situation pour une croyance. On a accordé à une croyance qui est celle de l'argent Mhm. le pouvoir absolu sur nos vies. Mais ça n'est qu'une croyance. C'est-à-dire que le jour où tu dois survivre, tu peux prendre un billet de 50 euros, de 100 euros, de 200 euros, de 500, et tu peux essayer de le bouffer, ça va pas t'aider des masses. C'est une croyance. Voilà. Alors, très Quelque honnêtement, chose qui a été fait pour faciliter les échanges est devenu le dieu ultime de sociétés qui les acceptent sans sourciller jamais, et même au point d'hypothéquer la vie de tout le monde. C'est-à-dire que ces gens-là ont sans doute des enfants. Quelle planète vont-ils leur laisser? Visiblement, ils s'en foutent. Ou ça les concerne pas. Alors souvent, c'est par inculture. Souvent aussi, c'est par cupidité. Mais je voudrais, juste par rapport à ce que tu disais, je voudrais te lire un petit texte. Tu as parlé du film Contact ou du livre Contact. Tu sais peut-être que ça a été écrit par Carl Sagan, qui était un astrophysicien américain, entre autres pratiques scientifiques, puisqu'il était très transversal dans ses pratiques. C'est entre autres lui qui a été un des premiers à émettre l'hypothèse que Vénus, à l'époque, on ne savait pas grand-chose sur la planète Vénus. On pensait que c'était un paradis. Il disait, lui, commençait à émettre l'hypothèse que c'était peut-être un enfer qui avait connu un effet de serre et donc saturé de dioxyde de carbone. Il faut savoir que c'est pas Mercure qui est la planète la plus proche du Soleil, qui est la plus chaude, c'est Vénus, à cause de cet effet de serre et de ce surplus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On a des températures de 450 degrés qui peuvent monter à 600 et quelques degrés par endroit. C'est pratiquement le clone de la Terre à la base, hein, Vénus. Donc, quand on Ok. parle d'effet de serre à très grande échelle, on a des laboratoires, et c'est aussi l'intérêt de l'astronomie et de la science. Et donc, Carl Sagan, il y a un paquet d'années, avait demandé à la NASA, il était responsable du programme Voyager, et il avait demandé à la NASA de tourner la caméra de Voyager quand elle est arrivée au niveau de Jupiter, et de prendre une photo de la Terre. Et donc, je viens de t'envoyer un lien, et tu as une photo qui va apparaître alors Ah, le fameux Pale Blue Dot. voilà, le point bleu pâle. Donc tu vois là, je mettrai évidemment la photo en incruste. Donc là, ce qu'on a, c'est un effet d'optique, mais on voit la Terre, qui est cette espèce de pixel au milieu du rond bleu. Et Mhm. Carl Sagan a écrit un texte que je considère être peut-être le plus beau texte que j'ai jamais lu de l'histoire de l'humanité, sans doute le plus intelligent. Je voudrais te le lire et je voudrais avoir ta réaction, si ça ne Ok. t'embête pas. Et de ce point de vue lointain, la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier. Mais pour nous, c'est différent. Regardez ce point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui, tous ceux que vous avez aimés, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, ont vécu leur vie. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici,
sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin perpétrées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distinguables d'un autre recoin, comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui, s'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Carl Sagan. Ok. Euh, c'est très beau, c'est très beau. Alors ça m'embête un peu parce que je suis en pleine écriture de mon prochain roman et je viens de réaliser que j'écris pas si bien que ça. Euh, Fais de l'astrophysique, tu feras peut-être mieux que lui. Mais non, ouais, ça doit- évidemment que tu écris bien, mais je trouve non, que ce non, non, texte résume c'est pas tellement tant. tout. Ouais, c'est pas tant ça. Alors le texte est magnifique, l'introduction est sublime. L'introduction raconte tout, hein. Vraiment, ce premier paragraphe est fabuleux. Regardez ce Pale Blue Dot et vous y verrez tous les hommes qui ont jamais été. Ouais, c'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux. Alors voilà, on est des gosses capricieux, on s'écharpe, on perd un temps infini dans la colère, dans le ressentiment, et on voit pas que, parce que ce qui en plus ce qui est magnifique, c'est que non seulement on est sur un miracle qu'on devrait voir, mais en plus on nous donne un clin d'œil pour le voir. C'est-à-dire on nous donne 80 ans, 90 ans. C'est tellement court. Moi, je pense qu'une vie normale, ça devrait être 800 ans, c'est-à-dire 100 ans sur chaque continent. Et puis après, on peut refaire les trois continents qu'on a préférés. Ce serait bien. Ouais, 800 ans pour moi, ce serait parfait. Le truc, c'est que oui, c'est ça. On est en face d'un miracle. On a un quart de seconde pour l'apprécier. Et dans ce quart de seconde, on va flinguer 80% du temps à faire n'importe quoi. Oui, ça rend petit, mais ça rend aussi géant. Euh, Carl Sagan trouve son infinie humilité là-dedans. Mais je trouve aussi, moi, de notre côté, vu qu'on n'a pas trouvé mieux, on n'a pas trouvé pareil, on n'a rien trouvé du tout, on est à la fois ce grain de poussière ridicule et méprisable par rapport au temps qu'on perd à se gueuler dessus, à se faire la guerre, mais on est aussi, pour l'instant, ce qui se rapproche le plus de la perfection. Donc, on est aussi des géants, on est aussi des demi-dieux. Nous sommes créateurs, donc en étant créateurs, créateurs de villes, créateurs de philosophie, créateurs d'art, créateurs d'amour. Et ayant la capacité d'interroger l'univers qui nous a donné la vie, ce qui est aussi pas Et rien. c'est ça, c'est aussi en plus détenteur à l'intérieur d'un univers infini, on est aussi détenteur d'un autre univers infini qui est notre cerveau. Hein. Donc on est à la fois ce grain de poussière, mais on est aussi à la fois ces géants et ces dieux. Moi, ça me donne de l'humilité, mais ça me donne aussi une sorte de d'étouffement de responsabilité. Je suis pas, tu n'es pas, nous ne sommes pas qu'un grain de poussière. On est aussi gigantesque que l'univers, tellement gigantesque qu'à l'intérieur de cet univers, nous sommes uniques, et à l'intérieur de cette unicité, nous avons un cerveau dont nous ne connaissons même pas les confins. Alors, pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai qu'une des particularités, nous, quand on fait des photos astro, c'est qu'on photographie des endroits morts, c'est-à-dire souvent des Ouais, étoiles qui ont explosé, qui font partie du cycle de la vie, puisqu'il a fallu plusieurs générations d'étoiles pour que nous existions. On attribue souvent à Hubert Reeves, mais la phrase est de Carl Sagan, le fait que nous soyons de la poussière d'étoiles.
C'est-à-dire que véritablement, les atomes qui nous composent ont été forgés dans les premières générations d'étoiles. Donc on photographie ça, on photographie des étoiles mortes, on photographie des étoiles en train de naître. Voilà, on photographie des galaxies qui contiennent des d'étoiles et des milliards de planètes sur lesquelles il est tout à fait possible que se trouvent des civilisations, alors avec des formes de vie qui peuvent être semblables à nous ou peut-être différentes. Ça, on en sait pour l'instant rien, et puis on n'est quand même pas encore complètement prêt de le savoir, mais comme toi, je pense que tous les astronomes pardon, espèrent avoir la réponse de leur vivant. Je ne sais pas si ce sera le cas. Je vais, Olivier, te confronter à trois photos que nous avons prises de l'espace et puis avoir un peu tes réactions. Donc, je t'envoie le premier lien vers la nébuleuse du Crabe. Donc, pour présenter un petit peu la nébuleuse du Crabe, qu'on appelle M1, puisque ça a été le premier objet du catalogue Messier, ONGC 1952. Bon, on n'a pas toujours, tout n'est pas toujours poétique dans l'astronomie, donc on s'arrêtera à la nébuleuse du Crabe. C'est ce qu'on appelle un rémanent de supernova. Alors, c'est justement ce qui reste d'une étoile qui a explosé, qui a été observé par un astronome chinois au XIe siècle sur 2 années. Et dont le nom a été attribué au XIXe siècle lorsque l'astronome qui l'observait a commencé à la dessiner, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas faire de photos évidemment, et le dessin faisait penser à la forme d'un crabe. Et cette nébuleuse se trouve à 6300 années-lumière de la Terre. Donc, pour te donner un ordre d'idée, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc, elle est à 6300 fois 10 000 milliards de kilomètres. Donc, assez loin pour nous et pourtant toute proche par rapport à la taille de l'univers. Bah, justement, cette image, c'est ce dont je te parlais, c'est pourquoi cette image? Alors, tu m'as proposé d'aller sur ton site Astrofleet pour regarder un petit peu tout ce que vous aviez déjà pris en photo. J'ai choisi cette fameuse nébuleuse du crabe, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Et parce qu'elle ressemble à un cerveau. Mhm. Et que ça faisait le lien justement entre cet infiniment inconnu de l'espace et cet infiniment grand inconnu de l'espace et cet infiniment petit inconnu de l'intérieur de nous-mêmes. Et je trouvais ça assez intéressant. Moi, je vais pas te faire beaucoup de, voilà, beaucoup de comparaisons avec des grands auteurs de SF ou des grands auteurs qui ont réfléchi sur ça, parce que je suis le pire des clients pour ça. Non seulement la SF, moi, ça me fatigue très très vite, que ce soit Dune ou même jusqu'à Star Wars, j'en ai vraiment, vraiment rien à faire. Ah Star ouais. Wars, j'en ai rien à faire. Donc vraiment, je suis pas du tout SF. Je regarde vraiment je crois que je regarde le ciel et l'espace avec la même ingénuité que les premiers chasseurs-cueilleurs. Alors, je vais te dire, je regarde ça enfin, voilà, je regarde l'univers et je me dis, mon Dieu, que je ne sais rien de tout ça. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Et moi, même en fiction, ça t'a jamais attiré. alors, moi, c'est différent. Moi, ce qui m'attire, c'est contact. Pourquoi contact, ça m'attire? C'est parce que il y a la langue, il y a le concept de linguistique. Ouais. Comment on va faire pour échanger, Pour euh, communiquer, ouais. communiquer? Quand je parle de SF, je te parle de Barjavel, La Nuit des Temps. Attends, tu parles de premier contact. Premier contact, celui où les deux aliens sont dans l'espèce de vaisseau Ouais, en forme en d'haricot. forme de cigare et où ils envoient une linguiste, Ah oui, effectivement, c'est qui ça, c'est décrypte. le Ouais. premier contact. Non, non, C'est le mais premier contact, ça, ouais. j'ai aussi contact avec Jodie Foster et Mais c'est vachement Matthew bien. McConaughey, c'est incroyable aussi. Mais moi, je suis plus sur sur des questionnements qui ont quand même toujours un trait à la terre. Donc, qui ont toujours vraiment ancrés dans notre terre, comme mes métiers, comme mes romans, comme le fait d'avoir été flic, comme le fait d'avoir été missionnaire humanitaire. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette petite crapule d'être humain sur cette planète et qu'est-ce qu'on peut en faire de bien et et comment on peut avancer ensemble. Donc, moi, tu me parles de SF et je te réponds Barjavel, La Nuit des Temps. Donc, où on découvre le corps de cette jeune femme qui nous fait comprendre qu'il y a 900 000 ans, il y avait une autre humanité sur Terre. Si je te parle de SF, je te parle de ce film incroyable qui s'appelle The Man from Earth, L'homme qui venait Mhm. de la Terre, qui est un film incroyable sur un homme qui déclare Je suis là depuis tout le temps. Prouvez-moi le contraire. Et il demande ça à un aéropage de 20 profs de faculté. Un théologien, un historien, un biologiste, un physicien quantique. Et donc, il va leur dire, je suis là depuis le début. Et en fait, la vraie question, c'est la question des religions, c'est la question de tout ça. Donc oui, un peu de SF, mais toujours ultra ancré dans la Terre. Et c'est pour ça que quand tu me proposes d'aller très loin dans l'espace,
le premier truc que je fais, c'est de prendre quelque chose qui ressemble à un cerveau pour revenir très, 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 très vite à ce qu'on est, à ce qu'on est profondément réellement. La vraie relation que j'ai, moi, avec l'espace, avec l'univers, c'est celle que j'ai eue avec mon père quand j'étais tout petit à la campagne, on s'allongeait et qu'il me montrait les étoiles et qu'il essayait de m'expliquer que justement, parce que cet univers est infini et parce que pour l'instant, on n'a encore rien trouvé de plus magique, de plus beau et de plus miraculeux que nous-mêmes, il se serait bien de nous protéger et ce serait surtout bien de réussir à s'entendre. Et en fait, mon lien à l'univers, il s'arrête là. Et pourtant, je n'ai pas l'impression non plus de ne pas avoir fait ce trajet vers lui. Mais voilà, à chaque fois qu'on me propose de partir très très loin, j'essaie toujours de revenir très très proche. Parce que tu parles, tu parles quand même à quelqu'un qui fait des terreurs nocturnes depuis qu'il a 8 ans. Ah, ouais, Moi, ouais. j'avais 8 piges que mes parents étaient obligés de me rassurer parce que je leur disais, mais attendez, attendez, il y a un souci là, mais quand on est mort, il y a quoi derrière? Et mes parents me disent, bah, tu choisis, soit tu crois, soit tu crois pas. Si tu crois, il y a tout un tas de catalogues. Ça va de la réincarnation jusqu'au paradis. Si tu crois pas, eh ben, quand c'est terminé, c'est terminé. Et c'est là qu'arrive le concept de l'infini du temps. C'est terminé, oui, mais c'est terminé combien de temps? C'est terminé tout le temps. Une fois que tu es mort tout le temps. Et c'est ce tout le temps. Et c'est cette absence de fin qui, moi, me colle des terreurs nocturnes. Et encore aujourd'hui, à 48 piges, je peux très bien rester une nuit entière, les yeux ouverts, en me disant voilà, je suis quelqu'un de rationnel, donc j'imagine bien que quand je vais mourir, il n'y aura pas grand-chose derrière. Ah, donc ça me colle une peur profonde. Et puis parallèlement, je me dis non, mais tout ça est tellement beau, tout ça est tellement magnifique et tout ça est tellement miraculeux que peut-être qu'il y a une option, peut-être qu'il y a un scénar, un truc qui a été pensé derrière. Il y a d'autres théories qui disent que chaque univers est créé autour d'une seule personne. Et que là, aujourd'hui, là, c'est l'univers d'Olivier Norek. Et que tout ce qui est autour, que tout ce qui est autour est fait pour moi. Alors ça, c'est d'un égocentrisme absolu. J'ai pas réussi quand même à valider ce scénario. On parle de multivers. Les multivers aussi, c'est passionnant. Savoir est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait plusieurs milliers comme ça de vies parallèles, semblables, qui se vivent en même temps autour de David Carra, autour de moi. Voilà, je sais qu'il y a des imagine, il y a des multivers, il y a 60 000 multivers, donc à un moment donné, dans un des multivers, Nicolas Lebel a du succès. Bon, c'est Fumier. pas c'est pas notre ligne de vie dans laquelle on est, hein, visiblement, mais voilà, il y aurait Laisse t'arranger avec un Nico. univers dans lequel Nicolas Lebel aurait du succès. C'est fou. Ah bah écoute, tiens, je laisserai apprécier tu sais, qu'il a été plus soft. Je t'envoie la deuxième image, Ok, Olivier, qui est, ça alors, marche. elle a un lien direct avec Alors celle-là, Impact. je l'ai pas vue, hein. Autant Ouais, celle celle-là, du tu la cerveau, c'est connais moi pas. qui l'ai choisie. Tu ne la connais pas. On a Cyril de l'équipe qui aime bien faire des photos de la Voie lactée. C'est un peu notre spécialiste dans la bande. Pourquoi je t'ai proposé ça? Parce que ça, voilà, on regarde en direction du centre galactique de notre galaxie. Et voilà ce qu'on devrait à peu près voir à l'œil nu dans un horizon à peu près pas trop pollué sur le plan lumineux. Voilà, et là tu vois déjà la pollution lumineuse, tu la captes, hein, tu vois cette lumière jaune qui englobe tout le bas de la photo. Alors on la verrait évidemment pas aussi colorée forcément, mais voilà, on devrait voir ça, et avec la pollution lumineuse, la moitié de l'humanité la verra jamais. Et ça fait partie du patrimoine commun de l'humanité, hein. Eh bien, si tu veux que je te dise quelque chose à nouveau, et c'est là que tu vas dire que vraiment je suis le pire des clients pour ton émission. À nouveau, bah, moi ce que je vois, tu me parles justement de quelque chose qui est hyper intéressant. Tu me parles de cette lumière des hommes Ouais. qui va parasiter l'espace dans lequel on cherche une vérité, la vérité de nos origines, par exemple. L'espace qui nous a aussi servi, qui a servi dans l'histoire de l'humanité aussi à son développement. Ça a servi Mais au bien sûr, trajet maritime, aux au trajet explorateurs, maritime, à la aux pays, cartographie, bien sûr, bien à sûr. l'agriculture, aux Tout à saisons, fait, etc. tout à fait. Aux saisons, aux marées, enfin tout ça, évidemment qu'on a. C'est assez fou de voir que oui, même si on n'y comprend pas grand-chose, on a quand même réussi à choper deux, trois trucs de cet espace inconnu pour évoluer. On est quand même assez fabuleux. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que tu me parlais tout à l'heure de mon métier, de mon écriture, et puis aussi des émotions, des sentiments qui sont à peu près la matière première de nos histoires. Eh bien, regarde.
Moi, ce que je vois, c'est que la lumière des hommes, quand elle est trop forte, elle parasite la vérité de l'espace. Eh bien, les Mhm. sentiments, c'est la même chose, les émotions, c'est la même chose. Ces émotions, quand elles sont trop fortes, ces sentiments, quand ils sont trop puissants, vont nous parasiter dans nos vies. Et on va plus voir la vérité de ce qui est devant nous. Donc, à nouveau, tu montes l'espace et à nouveau, je te parle de la petitesse ou de la grandeur des hommes. Je Et peux pas. c'est très bien, Olivier, c'est très bien, et ce lien est tout à fait respectable. Et je vais te montrer une dernière photo. Ok. Alors là, qu'on doit à Alex, qui avec Cédric sont nos deux spécialistes solaires au sein de Alex et l'équipe. Cédric, c'est ça? Ouais, là, c'est Alex qui l'a faite. Oh la vache. Mais là, ce que tu vas voir, c'est une protubérance, enfin une proéminence solaire. Ouais, Là, tu vois notre étoile, et donc tu as régulièrement des jets de matière. bien sûr. Donc, c'est du plasma qui est projeté. Et pour que tu réalises quand même, la Terre, elle tient très largement sous l'arche, hein. Oui. C'est une très très grosse flamme qu'on regarde. Voilà. Et là, on peut, nous, depuis la Terre, voir avec des télescopes équipés spécifiquement, parce que si tu pointes un télescope directement vers le Soleil, il va t'arriver des misères. Si tu regardes dedans, tu le feras deux fois, une fois par œil, et puis après, on n'en parlera plus. Donc, il faut des filtres. Mais, mais voilà à quoi ressemble une proéminence solaire vue depuis la Terre. C'est pas tant la proéminence solaire que je regarde avec émotion, parce que bon, parce que voilà, j'en avais vu quand même pas mal et je connais leur gigantisme démesuré. Ce que je regarde avec attention et puis avec ouais, un mélange ouais, t'es complètement hypnotisé par ces mers par ces océans de feu, ces océans de flammes. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et on leur Et, doit la vie, hein. et c'est l'origine de toute vie, bien sûr, bien Ouais. sûr. C'est grâce à ce. C'est c'est- c'est vraiment. On parle encore de miracle, mais il a fallu que la Terre soit exactement à l'endroit où elle était, mais pile poil entre la gravité et la chaleur, c'est vraiment un coup de hasard. C'est une chance sur des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. On Que... appelle ça la zone boucle d'or. On est dans la zone habitable de notre étoile. Et c'est vrai que cette zone, elle est assez restreinte, hein. Il n'y a pas 40 planètes possibles à mettre là, et où il fait ni trop chaud, ni trop froid. C'est vraiment, à un moment donné, on a jeté un fil dans l'univers et ce fil, il est rentré dans le chat de l'aiguille pile poil. Et Donc, tu vois, je rejoins ce que tu disais, on est un peu des enfants gâtés, parce que c'est vrai on a et vraiment un oui. miracle pour le coup sur lequel on vit. Et puis, Alors, globalement, au quotidien, on s'en fout un peu quand même, on ce fait qui est fou, n'importe c'est que c'est quoi. pas, ce qui est fou, c'est que c'est pas un miracle, c'est que c'est une accumulation de miracles. Ouais. Et à ce moment C'est, et au moment où je te parle, eh ben, le soleil va me taper dans la gueule. C'est quand même fou. ah ben bouge pas, Et on sinon, va pouvoir rejoindre justement, tu vois comment on caler est un peu. Voilà. cohérent avec justement le petit quiz auquel je vous soumets tous pour tester vos connaissances en astronomie. Ouais, c'est là que tu vas te Euh, souvenir que je suis le pire des clients pour cette émission. Je vais répondre mais à aucune des questions. Niveau CM2, je t'en supplie, hein. quand tu verras les camarades et certaines de leurs réponses, tu seras complètement dédouané, tu comprendras. Et je vais plus Mais faire la alors, par ridicule. contre, Je vais tu plus t'es faire la foutu de ridicule. Nicolas Lebel. On va en reparler à la fin du quiz parce que Nico m'a fait un quiz absolument remarquable, Non. en n'ayant aucune confiance en lui. Et malgré ça, il est tombé dedans à peu près à chaque fois. Mais On parlait du il a une soleil. culture G incroyable. Il a une culture G incroyable, Nico, hein. Ouais. Olivier, combien de temps met la lumière du soleil à nous parvenir? 53 minutes. Non, absolument pas. La lumière du soleil. Oh ben non, bah, ça doit être assez rapide. Je sais pas, je vais dire quelques secondes. Ah, ouais, quelques secondes? Ouais. Ouais, 8 minutes. Ok, d'accord. 8 minutes. Alors, tu vois, la Lune est à une seconde lumière de nous. C'est-à-dire, quand on voit Ok. la Lune, il n'y a qu'une seconde entre le moment où elle réfléchit la lumière, parce qu'elle n'en émet pas, elle réfléchit la lumière du Soleil et le moment où on la reçoit, une seconde. Le Soleil, qui est quand même nettement plus loin, parce qu'il est à peu près à 150 millions de kilomètres, ben, il faut 8 minutes à la lumière pour arriver, ce qui veut dire que si le Soleil venait à être détruit, Avec- On aurait 8 minutes de on le saurait que spectacle. 8 minutes plus tard. Pardon? On aurait 8 minutes de spectacle. On aurait 8 minutes de spectacle, exactement, avant de mourir horriblement. Si tu pleures dans l'espace, tes larmes s'envoleront vers le haut, c'est vrai ou c'est faux? Si je pleure dans l'espace, alors je croyais que dans l'espace, justement, il n'y avait pas d'autre mouvement que le mouvement que celui que tu donnes. Mhm. Donc, je dirais. Alors, la réponse, c'est oui, elles vont vers le haut parce que c'est contre-intuitif. Et moi, je dirais non, elles vont pas vers le haut. Enfin, émotionnellement, je Mais dirais non, mais non. tu as raison, elles ne vont pas vers le haut et Bon, effectivement, ok. elles stagnent. Elles Et voilà. stagnent, voilà. Ah, c'est un piège.
Bah, bravo. Ah, non, pas du tout un piège. C'est une Ok, vraie d'accord. connaissance sur la pesanteur. Félicitations. Alors celle-là, elle est pour l'ancien policier, l'ancien militaire. Celle-là, elle est faite Ça pour toi. Je marche. te l'ai gardée exprès. Ça Jusqu'en marche. 2007, les cosmonautes, donc les Russes dans l'espace, emportaient des armes à feu dans l'espace. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est des Russes, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, Les gars, écoute. ça a été mon premier réflexe avec une caricature absolument abominable. Non, en fait, c'est plutôt logique. C'est quand ils retombaient sur Terre, ils pouvaient retomber dans une zone où il y avait des animaux Dans une zone, sauvages. voilà, Voilà. dans une zone en guerre, et donc ils Non, devaient ou se animaux, défendre. plutôt animaux sauvages d'ailleurs, hein. C'était vraiment Ah, pour se d'accord. protéger d'un environnement qui pourrait être hostile. Donc il y avait quand même une idée derrière qui n'était pas simplement belliqueuse. Ok, d'accord, d'accord. Merci pour cette réponse sortie tout droit du temps de la Terre froide, de la guerre froide. Euh, alors celle-là, c'est même plus de la culture générale parce que c'est dur de savoir, mais quand même on va tenter. Combien de temps faut-il à un astronaute, spationaute, cosmonaute, peu importe, sur l'ISS pour enfiler sa combinaison pour une sortie extravéhiculaire? Ok, alors dans le dernier film de science-fiction que j'ai vu, c'était entre 1 minute et 1 minute 30. C'était quoi d'ailleurs ton dernier film de SF? Attends, il met la combinaison, il sort, est-ce que tu vas là? Oh la vache, cette daube! C'était pas de la SF, c'était Geostorm. Oh putain, c'est grandiose. Non, Alors, le mec qui a j'ai eu vu, l'idée de faire de Gerald Butler l'ingénieur qui sauve la planète, mais c'est tellement! grandiose. Ah ouais. Le, le rôle ne lui va, le rôle ne lui va tellement pas. Non, non, c'est parce qu'en fait, on m'avait reparlé de. Enfin bon, on va pas le mettre dans le truc, hein, mais Dodge Boy, c'est le nom d'un projet justement de travail sur la météorologie et de comment justement on Ouais. pouvait parer au changement climatique en influençant la météo, mais nous-mêmes. Et donc, je voulais regarder sur quoi ils étaient partis. Et puis après, tu sais ce que c'est, hein. Tu regardes 15 minutes et puis tu termines et tu te dis que tu as perdu 2 heures de ta vie, mais c'est pas grave. Donc, Non, moi reprenons j'ai la bien rigolé. Honnêtement, j'ai bien rigolé, hein. Mais oui, bien bon, sûr, c'est très drôle. Donc, reprenons ta question. Combien de temps, on va hmm. faire une pause, combien de temps un astronaute, c'est ça, met pour Ouais, pour mettre mais la pour enfiler combinaison? la combinaison extravéhiculaire qu'on leur donne sur Non, l'ISS, quoi. mais il doit y avoir tellement de points, tellement de points. Alors déjà, moi, pour m'habiller en tant que flic, pour mettre mon flingue, ma carte, mon gilet pare-balles, mes menottes, etc., ça me prend au moins 3 4 minutes. Je vais dire que ça prend, pour faire tous les checkpoints, j'imagine, de sécurité et tout, 45 minutes. Ouais, 6h30. Oh, Tu vois un peu l'enfer. Donc, entre la minute 30 de Gérald Butler et les 6h30 de la réalité, ah, mais ça c'est doit être Gérard Butler, tu le laisses Ah, mais tranquille. c'est vrai que c'est un peu le Chuck Norris des années 2020 quand même. Mais si tu regardes bien, leur combinaison doit être pressurisée, chauffée, ventilée. Il y a un système de propulsion d'urgence. En fait, c'est un vaisseau spatial C'est ça, individuel. incroyable. Et ça pèse dans les 120 kilos et ils doivent quand même s'y mettre à trois pour réussir à la mettre, hein. Voilà. Donc les Russes sont sur un système qui pourrait passer à presque 6 ou 7 minutes pour pouvoir l'enfiler. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là-dessus. Parce que, Donc, c'est pas gagné. parce que Ripley, quand elle veut sortir du vaisseau Mother dans Alien, elle t'enfile ça en 1 minute 30, tchic, 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 tchic. Donc, Dis donc, camarade, pour quelqu'un qui regarde pas trop les films de SF et tout, je trouve que tu me sors quelques références intéressantes quand même. ouais, mais bon, Alien, c'est autre chose. De Alien à Prometheus, il y a quand même pas mal de recherches à la fois scientifiques et philosophiques qui pourraient prendre l'objet, enfin qui pourraient nous prendre des heures de conversation à ce sujet. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'épisode du cinématographeur sur Alien. Ouais. Où tu as une analyse des aliens qui est assez fabuleuse, justement sur tout ce sujet-là de philosophie de Alien à Prometheus. C'est assez intéressant. Ah bah, c'est surtout et avant tout une œuvre philosophique quand même, hein, dans les questions qu'elle pose derrière, au-delà du côté actionnaire du 2 ou carré boissant du premier, enfin qui était une révolution, hein, faut bien le réaliser, le Ouais. premier quand il est sorti. Dernière question, alors celle-là, elle est très spécifique. Si je te dis longue vie et prospérité, tu me réponds quoi? C'est encore un de tes trucs de Star Trek avec Spock. Ben voilà, mais c'est la bonne réponse. Bah, bien sûr que c'est la bonne réponse. Est-ce que tu es capable de me... C'est pas parce que je connais pas bien que de temps en temps, je vais pas faire quelques immersions Ouais, dans j'ai ce là l'impression mais qu'il y a ouais, quand même quelques escapades dans le fictionnel quand même, hein, derrière. ouais, après, non, mais après Spock, outre Star Trek, c'est un personnage hyper intéressant.
Ah, il est passionnant, ça, je suis Ah, bien il d'accord. est passionnant. Bon, déjà, il a une culture folle, mais c'est surtout qu'il est dénué d'émotion. L'est-il vraiment? Normalement, L'est-il vraiment? Ouais. normalement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'un de ses capitaines ou que Zulu a un problème, tu vois bien que Spock, ça le perturbe un peu, tu vois. Mais non, non, il est intéressant justement parce que oui, il est quasiment le robot de l'équipe en fin de compte. En fin de compte, il va être presque comme dans Alien, Bishop. C'est celui qui n'a pas d'émotion, celui qui n'a pas d'agenda, celui qui fait uniquement pour le vaisseau. Et en fait, non, il ne fait pas que pour le vaisseau. Et il va se retrouver à être un personnage principal dans les émotions, justement. Donc, C'est ouais, tout ce qui fait la complexité du personnage et son charme d'ailleurs. Et je trouve qu'il a été, je ne sais pas si tu les as vus, mais évidemment tout le monde connaît Leonard Nimoy. ouais. Mais je trouve que l'interprétation de Zachary Quinto dans la trilogie qu'avait refait J.J. Abrams Mm. était absolument remarquable justement dans cette frontière entre le non émotionnel ou l'émotion contenue. Mais y aurait-il du Spock chez Olivier Norek, policier, va savoir dans ce que tu m'as décrit. Ça m'intéresse beaucoup. Olivier, merci de t'être Merci plié à à ce toi. quiz auquel tu as finalement pas trop mal répondu, mais moins bien que Nicolas Lebel, je le Évidemment. précise, pour rendre hommage à Nico. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actualité qui t'attend les semaines, les mois ou années d'ailleurs à venir? Bah, écoute, là, à ma gauche, il y a ma valise qui est ouverte. Je vais y mettre pour 45 jours de fringues et de bouquins parce que je vais terminer mon roman. Je dois le rendre vers début janvier. Je vais terminer mon roman, qui sera un roman historique cette fois-ci. Ah, Euh, oui, je me suis posé la question de comment commence une guerre, les raisons pour lesquelles on commence une guerre, et de ce fait, de ce fait si dramatique de se dire qu'en fait, on ne croit à la guerre que quand il y a un premier mort sur son territoire, un premier mort sur son sol, et un premier mort en face de soi, alors que tout commence des mois et des mois et des années avant dans les relations diplomatiques, dans tout ça. Donc voilà, je vais écrire, enfin j'écris, je termine un roman sur la naissance d'une guerre, mais c'est une guerre qui a existé et que je vais analyser et qui ressemble quasiment trait pour trait à une guerre qui existe aujourd'hui, qui est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. mhm. Et à l'intérieur de cette guerre, il y a un personnage assez fabuleux, un sniper, qui va devenir le plus grand sniper de toute l'histoire des guerres. Encore aujourd'hui, on n'arrive pas à faire les tirs qu'il faisait lui, et lui, il les faisait avec son fusil de chasse. Donc voilà, c'est l'histoire d'une toute petite personne dans une toute petite guerre sur une toute petite planète. Et puis après, bah, avec Nicolas, on écrit des scénarios. Et donc là, on a un épisode 2 qui va être diffusé bientôt de Tout le monde ment. On n'a pas encore la date. Ensuite, j'ai bah, la série Les Invisibles qui continue. Et puis, on a eu la chance et la possibilité d'écrire un blockbuster, c'est-à-dire un grand film d'action où on nous dit, allez-y, regardez pas à la dépense, amusez-vous. Et c'est assez rare en France de trouver des producteurs qui nous disent, allez-y, regardez pas à la dépense, faites-vous plaisir, on verra derrière comment on gère. Donc voilà, ça, c'est des projets, c'est des choses qui font tenir. Et quand j'aurai terminé mon roman historique, eh ben, je ferai revenir mon capitaine de police, le capitaine Coste. D'accord. Pourquoi des choses qui font tenir? Ah, parce que si je vis que pour remplir mon ventre et enfin, si je crée pas, hyper intéressant. Qu'est-ce qui nous rapproche le plus de l'immortalité? Qu'est-ce qui peut nous donner un De sentiment? laisser une œuvre derrière nous? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Mhm. Donc voilà, pour quelqu'un qui a très peur de mourir, qui y pense quasiment quotidiennement. Le rapport à l'immortalité, d'ailleurs, je t'en parlais tout à l'heure, une vie pour moi, une vie normale, ce serait 800 ans. Donc il y a toujours quand même cette peur, cette crainte. Et ben, pour combattre la peur, pour combattre la peur de mourir, je trouve que le fait de laisser derrière soi quelque chose, une empreinte, une œuvre, alors vraiment, je fais jamais ça, mais là je le fais, une œuvre, bah, c'est ce qui peut nous rapprocher le plus de l'immortalité. Se dire que peut-être encore dans 2 ou 3 siècles, dans une vieille librairie ou dans une vieille archive, il y aura un exemplaire de Entre deux mondes ou un exemplaire du livre que j'ai pas encore écrit, qu'il y aura sur un disque dur d'1 milliard de téraoctets quelque part, une série ou un film que j'ai écrit. Donc oui, créer pour remplir une vie, créer pour être utile, créer pour exister, et puis créer pour mourir et laisser derrière soi encore un petit peu de lumière si jamais un jour je fais un truc qui le mérite.
Eh ben, écoute, Olivier, merci, c'est une très belle fin. Et je vais laisser ton pull bleu pâle suspendu dans ce rayon de soleil pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir À participé à la tête dans les étoiles, Olivier. À très bientôt. très bientôt, salut.